Bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre cette séquence. Donc, on est ravis de pouvoir vous accueillir pardon, pour ce premier webinaire de présentation de la quatrième édition de l'appel à projet, donc la donnée en santé et environnement pour la recherche et l'innovation. Donc, c'est une initiative qui est portée par le Green Data for Health, la plateforme de données de santé, avec le soutien du ministère de la Transition écologique, de l'aménagement du territoire, du transport, de la ville et du logement, si je ne me trompe pas. C'est un format, donc on a 45 minutes devant nous. C'est un format qui vise à mettre en lumière donc, les caractéristiques de la quatrième édition de cet appel à projet, qui pour un certain nombre d'entre vous est déjà bien connu. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous remettre un peu en visibilité les différents éléments qui sont attendus pour candidater. Et effectivement, c'est un dispositif qui existe maintenant, qui a déjà éprouvé trois premières éditions, auxquelles finalement 13 projets de recherche ont pu permettre de bénéficier d'un accompagnement. Avant de commencer ce webinaire, quelques petites informations pratiques que je me permets de vous rappeler. Donc, nous sommes enregistrés. Donc, ça nous permettra de pouvoir diffuser l'enregistrement à l'issue de cette réunion. Le support aussi vous sera partagé. Ça vous permettra de retrouver toutes les informations utiles et pratiques. On essaiera d'être un petit peu plus rapide dans la présentation. C'est un certain nombre de choses et de contenus assez denses, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir tous les éléments pour être autonome dans le dépôt de votre dossier. On va essayer de viser une présentation de 30 minutes, donc ce qui est quand même assez, ce qui nous fera un contenu assez dense, comme je disais. Mais vous avez évidemment la possibilité de pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation. N'hésitez pas, vous avez un petit bouton de chat en bas de l'écran qui vous permettra de vous exprimer. Et nous, on prendra le temps à la fin de la présentation de consacrer un temps de questions-réponses. Peut-être 15 minutes ou un petit peu plus en fonction du nombre de questions pour pouvoir essayer de vous apporter le maximum de compléments ou d'éléments qui vous permettront de pouvoir déposer votre dossier dans les meilleures conditions. Dernier mot d'introduction donc de mon côté, Maxime Caillé, je suis responsable de pôle au sein de la direction des partenariats de la plateforme des données de santé. J'ai le plaisir de co-animer donc ce webinaire aujourd'hui avec plusieurs intervenants. Donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter en quelques mots. Peut-être qu'on peut commencer par Delphine. Oui, bonjour à tous. Bonjour, je suis Delphine Camagno. Je représente aujourd'hui la Direction générale de la prévention des risques, donc au sein du ministère chargé de la transition écologique. Et donc, je dirais quelques mots autour du PNSE et donc du contexte dans lequel s'inscrit cet appel à projet. Merci beaucoup. On a aussi Aurélie autour de la table. Aurélie, je te laisse. Oui, merci Maxime. Bonjour à toutes et tous. Aurélie Desbrés, donc je représente aujourd'hui l'ANSES. Et donc, effectivement, l'ANSES qui porte depuis l'année dernière le Green Data for Health, donc le GD4H. Et Et, dernière intervention, Johanna qui est à mes côtés. Johanna, je te et laisse. bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Johanna Castel et je fais partie de l'équipe, la direction des partenariats à la plateforme des données de santé et je m'occupe du suivi de projets, notamment de projets dans le cadre de cet appel à projet, la donnée en santé et environnement pour la recherche et l'innovation. Merci beaucoup. Du coup, on peut démarrer dans le vif du sujet avec quelques éléments d'introduction. Aurélie, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup encore. Donc, comme je le disais, effectivement, le GD4H, il est porté par l'ANSES depuis l'année dernière. Mais il est piloté par 18 entités. Donc, vous pouvez voir les différents noms à gauche de la slide, qui sont voilà, des entités clés dans le domaine de la santé environnementale. Et donc, l'un des objectifs essentiels du GD4H, c'est de faciliter la mobilisation et la valorisation des données environnementales au service de la santé. Un autre objectif du GD4H, c'est d'animer la communauté autour des questions de la donnée en santé et environnement. Et puis finalement, l'idée, c'est aussi de contribuer à la production de connaissances par la donnée dans le domaine de la santé environnementale. Alors tous ces objectifs, hein, ils font l'objet de l'action 18 du plan national santé-environnement 4 sur lequel Delphine de la DGPR devrait revenir un petit peu plus tard. Et donc, pour répondre à tous ces objectifs, hein, eh bien, il y a de nombreuses actions qui ont été développées, que vous pouvez voir à droite de la slide. Je ne vais pas toutes les développer ici, mais je vous invite à aller voir le site internet du GD4H
où vous pourrez notamment retrouver le catalogue de données environnementales disponibles, différents outils, des fiches juridiques. Il y a à peu près 250 ressources disponibles. Vous pourrez aussi retrouver les formations, les webinaires, les challenges qui ont été précédemment réalisés. Et puis, bien sûr, les précédents appels à projets, notamment de la vague 1 et 2. Et puis, un troisième appel à projet qui a été lancé en 2025. Et puis, ben, nous sommes ici pour parler de la quatrième édition de l'appel à projet lancé avec le HDH. Et donc voilà, tous ces événements, ces challenges, ces ressources et donc ces appels à projets sont destinés principalement aux acteurs de la recherche et de l'expertise en santé environnement, et puis aux producteurs de données environnementales ou de santé. Et puis plus largement, eh bien, tous ces services, ces ressources s'adressent aux acteurs locaux, aux associations et puis voilà, aux praticiens hospitaliers, entre autres. Et donc pour le lien avec la santé, bah, je repasse la parole à Maxime pour la plateforme des données de santé. Merci beaucoup. Alors effectivement, aux côtés du Green Data Forest, donc le Health Data Hub ou la plateforme de données de santé, en quelques mots, donc nous, on est une organisation qui a été créée suite à la loi de 2019. Je vous passe les détails et j'essaie de faire en sorte de parler le plus fort possible parce qu'on me dit que le son est un petit peu moins bon de mon côté. Donc on est une structure publique qui permet aux acteurs d'accéder facilement à des données de santé qui sont évidemment non nominatives, et on propose aussi un hébergement sur une plateforme technologique sécurisée pour permettre justement des équipes de recherche de pouvoir travailler sur ces données. Donc l'idée, c'est que la plateforme de données de santé, elle assure au moins trois missions, peut-être même quatre. Assurer donc une mission de guichet unique, notamment pour les porteurs de projets quand ils ont des démarches réglementaires et administratives. Pour un certain nombre de personnes qui sont connectées, je pense que les acronymes de CSRS et de CNIL peuvent faire écho. Donc notre objectif là-dedans, c'est de pouvoir justement permettre de décrypter un petit peu tous ces différents éléments réglementaires assez complexes et de permettre de faciliter l'obtention des autorisations pour accéder aux données. Autre point, donc, c'est de mettre à disposition les bases de données partenaires de la plateforme de données de santé via un entrepôt de données de santé. L'idée, c'est de construire de manière itérative et sur la base du volontariat, pardon, le contenu d'un entrepôt et de permettre justement de faciliter cette réutilisation de données de santé. Troisième point qui est sur la slide, et donc c'est cette fameuse plateforme sécurisée, c'est dans le nom, plateforme des données de santé. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition des porteurs de projets une plateforme de données de santé sur laquelle on va pouvoir mettre à disposition un espace sécurisé pour que les équipes puissent travailler sur des données qui seront stockées et leur mettre à disposition donc, une puissance de calcul et des outils qui permettent le rapprochement et l'analyse de données. Et peut-être avant de conclure cette slide, on a évidemment aussi une mission qui est celle d'animation d'écosystèmes. Notre but, c'est d'essayer par ces projets de recherche qui mobilisent de la donnée, qui vont réutiliser de la donnée, c'est de favoriser finalement l'innovation, le partage d'expériences et de connaissances. Et c'est vraiment au cœur justement de cet appel à projet. Donc, du coup, peut-être quelques mots du PNSE 4 pour faire le lien finalement entre les données de santé qui viennent d'être présentées et puis les données environnement qui sont finalement et le croisement de ces deux jeux de données étant un peu au cœur de l'appel à projet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, pourquoi effectivement on a effectivement souhaité structurer les données environnementales au sein du GD4H qui est désormais porté par l'ANSES. C'est effectivement un projet qui est issu du Plan national santé-environnement numéro 4. Alors, pardon, excusez-moi, peut-être le savez-vous, mais la France s'est dotée depuis 2004 d'une planification en santé-environnement. Pourquoi? Eh bien, pour répondre à des enjeux de santé publique croissants. Vous avez effectivement quelques données sur la slide, mais sans doute le chiffre le plus parlant est le fait que l'OMS
estime aujourd'hui qu'environ 25% des pathologies chroniques dans le monde seraient attribuables à des facteurs environnementaux connus et surtout évitables. Donc ça, c'est effectivement le fardeau lié à l'environnement. C'est aussi une préoccupation croissante de l'ensemble de nos concitoyens avec une attention de plus en plus soutenue à la qualité de l'environnement dans laquelle nous évoluons. Donc ce PNSE 4, cette planification, donc le premier, un tout petit peu d'historique, mais c'est voilà, je pense que c'est toujours intéressant de comprendre d'où on vient. Mais le premier PNSE a été publié en 2004 et c'était effectivement issu d'une dynamique portée par l'Organisation mondiale de la santé et qui s'est concrétisée dans une des conférences des bureaux Europe de l'OMS, donc en 2003 à Budapest, et les pays se sont engagés à cette occasion-là à porter chacun des plans nationaux dans le champ de la santé environnementale. Donc, on en est au quatrième plan national santé-environnement, le 4, donc 2021-2026. Donc, ce sont des plans qui ont une vocation, enfin, une durée de 5 ans. Et depuis le premier plan, un axe structurant sur la recherche, enfin, pardon, oui, un axe structurant de recherche figure de manière transversale dans chacun des plans depuis leur création. Voilà, dans l'objectif effectivement de stimuler la recherche, peut-être de mieux la coordonner, de la structurer dans le champ très vaste qui est celui de la santé environnementale. Euh, Plus spécifiquement sur le PNSE 4, une des actions phares était justement l'émergence et la structuration, pardon, la coordination des données en lien avec l'environnement, ce qui a permis en tout cas le Green Data for Health d'être créé et désormais porté par l'ANSES. Et donc c'est effectivement enfin, je pense qu'on peut collectivement être très fiers de cette réalisation. Voilà, et peut-être faire un tout petit peu de teasing, mais c'est voilà la réussite de ce Green Data for Health sera, en tout cas, pourra être donné à voir lors du prochain sommet One Health, les 6 et 7 avril à Lyon, dont vous avez certainement entendu parler. Et Pierre Breton, donc le directeur du GD4H, euh, s'exprimera au cours des 4 sessions ministérielles, donc, et notamment la session ministérielle dédiée à la santé environnementale. Donc, et Pierre Breton pourra illustrer tout l'intérêt et l'enjeu de la structuration des données environnementales. Voilà. Donc voilà en quelques mots, quelques éléments de contexte sur finalement l'origine et d'où on vient en lien avec cet outil qui est le GD4H, cette plateforme. Merci beaucoup Delphine pour ces éléments de contexte et d'autres éléments de contexte également de notre côté. Donc on lance cette quatrième édition après 3 éditions voilà, qui ont porté leurs fruits. Donc on est en co-portage et avec le soutien des ministères de la Transition écologique, de l'aménagement, des transports, de la ville et du logement. Et donc on co-porte avec le Green Data for Health, la plateforme des données de santé, cet appel à projet. Et donc, ça répond bien en effet à un des axes du PNSE 4 qui était de mieux connaître les impacts de l'environnement sur la santé. Donc, on s'adresse à tout porteur de projet qui vise à croiser données de santé et données environnementales en encourageant les croisements aussi disciplinaires dans une perspective une seule santé, voilà, qui est particulièrement forte cette année. Et donc, on incite les porteurs de projets répondant aux différents critères qu'on va énoncer à répondre à cet appel à projet. On est très heureux donc d'annoncer cette quatrième édition. Donc quatrième, ça veut dire qu'il y en a eu 3 autres avant. Donc vous trouverez ici les principaux donc, projets accompagnés. Il y en a environ 4 par édition. On a commencé donc en 2023. Vous voyez que les thèmes sont assez diversifiés, donc toujours en lien entre les impacts de l'environnement sur la santé. Vous voyez aussi la diversité des acteurs représentés. Donc, il peut y avoir des projets qui sont monopartenaires ou en consortium. Donc, on encourage tout type de formation de projets. Vous avez des universités, des laboratoires de recherche, mais aussi des associations. Donc, voilà, c'est assez ouvert également dans la constitution des projets.
Et donc, on voit aussi un petit peu aussi les bénéfices là, de premiers projets qui arrivent à leur fin, notamment sur la première édition. Donc, il y a quelques projets qui ont déjà terminé et que vous pouvez aller regarder peut-être pour aider à constituer le dossier ou pour voir ce qui a déjà été fait dans le cadre de cet appel à projet. Donc, par exemple, BIS, MRCPE ou Somnibruit ont sorti des rapports d'études, des notes méthodologiques, mais aussi des objets qui ont été proposés à l'ouverture pour que la communauté puisse s'en saisir, qui sont assez divers, qui peuvent être des jeux de données ou des scripts ou des algorithmes en fonction de comment le projet a été monté. Voilà. Donc ça, c'est disponible sur le site de la plateforme des données de santé et que vous pouvez aller regarder, pour exemple, s'il y a intérêt aussi, si vous avez des disciplines similaires. Effectivement, et ici, au cœur de l'appel à projet, on a vraiment la volonté de venir croiser justement ces données de santé et ces données environnementales. En fait, au cours des différentes éditions de l'appel à projet, on a aussi rassemblé en cadrage un certain nombre d'acteurs de représentation nationale sur ces thématiques-là pour essayer d'identifier aussi des thématiques qui sont, je dirais, particulièrement d'intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Vous pouvez répondre aussi à d'autres sujets et la slide précédente montrait bien aussi la diversité des projets, des questions de recherche qui pouvaient être amenées. Simplement, on met généralement dans le cahier des charges, en tout cas, un certain nombre de thématiques, ici trois dans le cadre de la quatrième édition, pour essayer de pousser un peu certains cas d'usage. Donc là, sur la slide, vous retrouvez les trois thématiques qui ont été arrêtées, donc exposome et santé, avec notamment l'impact des expositions environnementales sur la santé humaine et les écosystèmes. Également les expositions prioritaires, donc on a noté, mais ce n'est pas forcément une liste arrêtée, donc les PFAS, les polluants émergents, les microplastiques et perturbateurs endocriniens. Seconde thématique, les impacts sanitaires de la pollution des sols, notamment avec les liens entre santé des sols et santé humaine. La caractérisation de la qualité des sols et de leur pollution, et enfin l'antibiorésistance, et notamment dans cette dimension environnementale. Donc je le répète, ces trois thématiques qui nous intéressent, avec notamment les partenaires qui sont à la gouvernance du Green Data for Health et toutes les parties prenantes de cet appel à projet. Pour autant, sachez que dans le cadre de la sélection des futurs lauréats, tous les dossiers seront considérés à partir du moment où vous répondez aux critères d'éligibilité du cahier des charges. Alors, je pense qu'on a un tout petit peu de latence, pardon. Voilà. Effectivement, en termes d'engagement et finalement de proposition de valeur dans cet appel à projet, on vise l'annonce de 4 lauréats à la fin du processus de sélection. Donc 4 projets qui seront accompagnés sur une période de 18 mois avec comme engagement notamment financier, on fera aussi un petit zoom là-dessus après sur les différents engagements parce que vous verrez que l'offre de service est un peu plus large. On a donc la proposition de financement de 115 000 euros portée par la PDS. On reviendra aussi en détail sur les coûts éligibles et ces différentes modalités financement pour disposer de ces fonds. Et également d'une prestation dont le montant est équivalent à 20 000 euros porté par le Green Data for Health. Donc, ces différents éléments, on vous les détaille un petit peu plus tard, mais sachez que du coup, à la clé, on a notamment ces engagements-là des différents organisateurs de l'appel à projet. On va rentrer maintenant dans le détail des critères, tout d'abord d'éligibilité, donc pour vous assurer que vous êtes bien éligible à cet appel à projet. Donc, on acceptera uniquement des dossiers qui sont complets, c'est-à-dire avec un dossier de candidature à remplir sur démarche numérique. Et il y a 4 annexes, dont une facultative qu'on va vous présenter après, mais le dossier complet, c'est voilà, un dossier sur démarche numérique, plus au moins 3 annexes complétées et soumis dans les délais, c'est-à-dire vous avez jusqu'au 15 mai à 23h59 pour répondre. Donc, on va y revenir après, mais voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, donc vous avez ici les caractéristiques du projet. Donc, il doit répondre à un certain nombre de choses. Notamment, ce qui est important, on va peut-être faire un petit focus là-dessus, c'est que les sources de données doivent être existantes. Donc, pas de nouvelles sources de données. C'est d'autant plus important parce que la durée du projet étant portée à 18 mois, voilà, c'est quelque chose d'important. Et s'assurer également, voilà, ça fait partie des critères de sélection, que la donnée est bien disponible. Peut-être aussi montrer que vous avez contacté les producteurs de données. Donc, c'est vraiment important. Des sources de données existantes, elles pourront être enrichies par la suite avec le GD4H ou la plateforme des données de santé. Mais voilà, c'est un critère qui est très important.
Et puis une demande de budget ne dépassant pas 115 000 euros. Les 20 000 euros d'enveloppe ne sont pas indiqués dans le budget, ils sont déjà compris dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment l'annexe financière qui doit être d'un montant total maximum de 115 000 euros d'aide demandée. Sur les structures éligibles, donc ça peut être des acteurs publics ou privés, ce qui est important à retenir, c'est que si vous êtes dans le cadre d'un consortium, il faut vraiment identifier un chef de file. Et puis après, voilà, il sera coordinateur et responsable de la façon dont il contractualise après avec les porteurs. Et voilà, donc ça fait partie des critères d'éligibilité qui sont importants et qui se retrouvent aussi dans le cahier des charges un petit peu plus en détail. Donc on vous incite vraiment à répondre en parallélisant avec le cahier des charges. Les critères de sélection, donc vous les voyez ici à l'écran, on va les détailler un petit peu plus. Donc dans le dossier démarche numérique, l'idée c'est de vraiment répondre au sujet des bénéfices attendus, vraiment justifier l'intérêt de votre projet par rapport à l'état de l'art, et c'est le critère numéro 2 hein, sur le caractère innovant, bien voilà, avoir connaissance de l'état de l'art de votre discipline ou de vos disciplines. La méthodologie utilisée aussi, à quel point elle est innovante. Donc ça, c'est très important. Et puis la capacité du protocole à être reproduit ou transposé. Donc l'aspect de réplicabilité, il intervient aussi sur le volet de sciences ouvertes. C'est important, voilà, c'est un critère qui est important. Tous les autres le sont aussi, mais plus particulièrement, voilà, de bien regarder la réplicabilité de votre projet à d'autres territoires. Ça va être, ça va être assez important pour le jury également. Donc pertinence des données mobilisées, on le disait, hein, le fait d'avoir lister les bases qui vous sont utiles et vous assurer de la disponibilité de ces bases de données dans la durée limite du projet qui est portée à 18 mois. Ça répond également au sujet de la faisabilité. Est-ce que votre projet est faisable techniquement et financièrement? Est-ce que vous êtes en capacité de porter le projet? Ça, c'est des choses qu'on va regarder également. Et puis sur le volet de sciences ouvertes, ça c'est particulièrement important parce qu'on va vous accompagner surtout enfin, tout au long de votre projet, mais notamment en fin de projet pour les lauréats, à l'ouverture et à la valorisation des résultats. Donc le fait de contribuer à apporter des connaissances à la communauté, que ce soit sous forme d'articles ou publications scientifiques et ou d'objets proposés à l'ouverture comme des algorithmes ou des jeux de données. Et puis de bien dimensionner l'accompagnement, ça c'est un point important aussi du dossier de candidature. Quels sont vos besoins au regard voilà, de ce qui est proposé par la plateforme des données de santé et le GD4H, donc de bien préciser votre demande d'accompagnement pour voilà, aller plus vite aussi par la suite pour les lauréats. Effectivement, alors, avant enfin, de représenter un petit peu les différents éléments, peut-être que sur ça, enfin, également en complément de ce que tu viens de dire, Johanna, je pense que ce qui est intéressant, c'est que sur les dossiers de candidature, c'est que vous puissiez mettre quand même le maximum d'informations qui permettent aux membres du jury de pouvoir se projeter, de comprendre bien votre projet. Si vous êtes sur un projet qui se présente sur un cas, par exemple, territorial, assez délimité, n'hésitez pas à indiquer toutes les collaborations que vous puissiez, vous avez identifiées et les liens ou connexions que vous avez déjà commencé à créer. C'est important qu'on puisse voir aussi quel est l'état de maturité de la réflexion et dans quelle mesure et dans quel cadre votre projet s'inscrit. Voilà. Effectivement, en termes d'engagement, on en a un petit peu parlé. Donc, il y a le soutien financier qu'apportent les différents organisateurs. Donc, par projet, 15 000 euros et un équivalent de 20 000 euros sur la prestation sur durée donnée. Je ne vais pas forcément en détail sur ce point. Second élément, bah, effectivement, dans l'offre de service, il y a tout un accompagnement sur l'accès aux données de santé et données environnementales. Ça, évidemment, ça dépendra de votre projet. Ça dépendra de l'avancement dans ces discussions et de votre niveau de compréhension, de connaissance des formalités réglementaires qui sont associées à l'accès aux données. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier donc d'un espace, d'une bulle sécurisée sur la plateforme technologique de la PDS pour pouvoir travailler justement sur votre jeu de données. C'est quelque chose qui est assez régulièrement demandé par les équipes, donc n'hésitez pas à nous en faire part dans le dossier de candidature. Vous avez la possibilité de l'exprimer directement. Donc sachez que c'est mis à disposition de manière gratuite. Joanne en a parlé sur la partie davantage ouverture des résultats. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et effectivement, nous, on peut vous accompagner aussi sur enfin, la valorisation de votre projet, mais également la mise à disposition d'un certain nombre de communs, je dirais, ou voilà, d'outils, de données qui pourraient servir à d'autres projets de recherche et qui auraient du sens pour la communauté scientifique.
Et enfin, on parlait de valoriser le projet, il y a aussi tout l'aspect plus communication, l'aspect finalement faire rayonner vos résultats, parler de vous. C'est aussi quelque chose que nous, on adore faire, donc on le fera avec grand plaisir, évidemment, en le décidant ensemble, en définissant le cadre de cette communication de manière partagée. Quelques rappels sur le calendrier. Donc effectivement, vous pouvez d'ores et déjà candidater à partir des différents liens que vous a adressés. On est à votre disposition pour répondre à vos interrogations si vous le souhaitez, pour pouvoir vous aiguiller dans cette procédure de dépôt de dossier. Donc vous avez jusqu'au 15 mai. Donc je crois que c'était 23h59. Oui, tout à fait. Donc là, pour le coup, c'est paramétré à l'avance. Donc le 59 on sera en transition sur l'horaire. C'est l'outil qui le décidera, enfin, qui arrêtera du coup la possibilité de déposer. Et ensuite, on pourra, donc nous, de notre côté, dérouler le processus de sélection des lauréats, en sachant qu'en fonction du nombre de dossiers reçus, on aura peut-être une étape intermédiaire avec une présélection. Sachez que dans tous les cas, entre la présélection et la sélection, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise un collège, en tout cas un jury qui est composé d'experts sur ces différents champs, et en fonction aussi de la nature un peu des dossiers qui seront déposés. Et c'est les personnes qui viendront finalement classer, ou en tout cas nous indiquer, indiquer aux organisateurs quelles sont leurs recommandations en termes d'accompagnement, et donc in fine, quels sont les projets qu'ils souhaitent voir être accompagnés par nous. L'idée, c'est qu'on puisse en tout cas être tous alignés pour pouvoir annoncer donc, les résultats et les lauréats fin juin. Donc c'est un timing assez serré, en sachant que pour le comité de sélection, les équipes qui sont retenues, on leur demandera de venir pitcher lors d'une audition leur projet et puis essayer aussi répondre aux éventuelles interrogations du jury. Donc, merci beaucoup. On va rentrer maintenant dans le détail du dossier de candidature. Donc, je vous présente rapidement à quoi ressemble donc ce dossier. Donc, vous pouvez répondre sur voilà, l'un des thèmes ou sur une autre thématique, indiquer voilà, le nom de votre projet, sa durée, si vous utilisez une plateforme technologique spécifique ou si vous prévoyez d'utiliser la plateforme technologique mise à disposition par la plateforme des données de santé. Ensuite, vous avez tous les modèles d'annexes demandés qui se trouvent ici. Donc, vous pourrez les télécharger directement sur voilà, votre dossier démarche numérique. Donc, l'idée, c'est de présenter votre projet, voilà, ses principaux bénéfices, les types de données d'appariement envisagés, votre calendrier, donc, et puis le budget qui est associé. Et puis l'accompagnement voilà, demandé qui se trouve ici. Et enfin, vous avez aussi tout ce qui va être sur le volet d'Open Science. Qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en place pour ouvrir vos résultats? Voilà, donc ça se présente comme cela. Il n'y a pas forcément de limite de caractère, mais on vous invite quand même à voilà, être assez synthétique dans votre présentation. Donc vous pouvez répondre directement sur du texte libre ou parfois c'est voilà, des questions plutôt fermées. Donc le dossier de présentation, c'est celui-ci. Donc je reviens maintenant sur le webinaire. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Donc, je vais vous présenter rapidement ce dossier de candidature. Il est accompagné donc d'un certain nombre d'annexes. En premier lieu, il y a une annexe qui s'appelle la fiche projet, qui est un document qui est très utile, en fait, qui est un résumé de votre projet, qui est très utile pour le jury, qui est très utile également pour les projets qui sont sélectionnés, puisque voilà, après, c'est à des fins de valorisation et aussi de transparence des projets sélectionnés. Donc, c'est une fiche qui est particulièrement utile à tout point de vue à remplir et qui est assez courte également à faire. Vous avez ensuite donc l'annexe 2 qui est la présentation de l'équipe projet. Donc l'idée c'est de présenter pas forcément votre structure qui est plutôt présentée là dans le dossier général, mais de présenter les profils qui seront participants sur le projet, leur degré d'implication et voilà, si on indique les noms et prénoms, mais si ces personnes ne font pas encore partie des effectifs, vous pouvez indiquer voilà, une mention à recruter ou en cours de recrutement. Donc l'idée c'est de savoir un petit peu qui sera mobilisé sur le projet et quel type de métier, de profil. Et ensuite, vous avez donc l'annexe financière. On va vous présenter. Peut-être je peux reprendre un peu la main sur l'annexe financière. Alors, pour ceux qui ont déjà candidaté, effectivement, c'est un document que vous connaissez déjà. Donc, ne soyez pas effrayés. Vous savez qu'on peut se débrouiller assez facilement.
Globalement, l'annexe financière, comment vous déposez votre dossier, l'idée c'est plutôt qu'on comprenne un petit peu quelles sont les formulations imaginées, comment est-ce que vous voyez un petit peu le projet. C'est pas forcément des éléments qui sont totalement arrêtés. Les lauréats qui bénéficieront de ces engagements financiers, on prendra le temps d'en discuter, on reposera les différentes lignes pour s'assurer que finalement on est tous bien alignés au regard finalement de nos différents réglementations et règles finalement d'octroi de ces financements. Est-ce que tu peux revenir juste sur la présentation, s'il te plaît? Oui. Voilà. Je vais juste démarrer plutôt par ces principes qui sont pour moi assez capitaux et structurants pour que vous compreniez en tout cas sur les 115 000 euros comment ça peut s'articuler et comment ça va se passer. On a quatre principes. Donc, le premier qui est finalement l'application du taux de financement. Là, je vais être assez rapide, mais simplement pour les acteurs en fonction de la nature des acteurs qui vont demander les financements et en fonction de la finalité du projet, nous, on est obligé d'appliquer une analyse d'aide d'État pour voir en quelle mesure on peut financer le projet. Généralement, c'est 100%, mais en fonction de certaines caractéristiques, on prendra le temps d'en discuter ensemble, mais ça peut être un petit peu plus bas et donc simplement l'assiette totale du projet on pourra financer par exemple que 80% ou un peu moins en fonction des caractéristiques du projet. Donc ça, c'est le taux de financement. C'est une obligation que l'on suit évidemment et pour laquelle on ne peut pas déroger. Ensuite, trois principes qui sont peut-être plus spécifiques au fonctionnement de nos modalités de subvention à la plateforme de données de santé. L'annexe financière que vous avez entreaperçue fonctionne avec un échéancier. L'idée, c'est qu'on puisse avoir finalement différents jalons. Généralement, on structure les projets en deux jalons, par exemple, deux étapes clés qui permettent finalement de pouvoir piloter un peu les différents versements en sachant que ces jalons, ils sont cohérents par rapport à votre projet. Évidemment, c'est là où on essaie de réconcilier un peu la vision plutôt scientifique avec une vision, je dirais, un peu plus administrative et financière d'accompagnement du projet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser en début de phase. Donc, finalement, à la signature de la convention de collaboration, on pourra verser la première phase de votre projet. Et ensuite, quand vous arriverez à la fin de la première phase, on pourra verser la seconde phase. On ne verse pas l'ensemble de ce qui est prévu dans le cadre du projet, on verse 80% pour appliquer une rétention de 20%, ce qui est le troisième point de nos principes de financement. Donc, on garde 20% de l'ensemble du projet qui est versé à la fin, quand l'ensemble des engagements finalement sont atteints. Tout simplement quand on se dit, bon, bah là, finalement, par rapport à ce qu'on avait prévu initialement, les choses ont un petit peu bougé, mais on est tous d'accord sur cette vision. Donc, versement en début de phase et simplement les 20% qui arrivent à la fin du projet. Et enfin, alors ça, on ne vous le demande pas dans le cadre des candidatures, évidemment, mais sachez que pour les projets qui seront lauréats, au moment du conventionnement, on aura besoin d'avoir une vue qui soit justifiée et précisée. C'est-à-dire que si vous voulez financer de l'activité sur de la donnée, par exemple, j'aurais besoin de comprendre finalement quelle est votre estimation, par exemple, en termes de frais engagés en taux journalier moyen, par exemple. Donc, j'aurais besoin d'avoir des justificatifs pour pouvoir appuyer les dépenses. Je ne rentre pas forcément dans le détail à ce stade de la présentation, mais sachez qu'en tout cas, on appliquera une logique de justificatif en amont pour pouvoir appuyer la projection et en aval, une fois que les activités auront été réalisées, pour s'assurer finalement que ce qu'on avait prévu a bien été réalisé ou pour prendre en considération la réalité finalement de votre projet. Sur ces quelques slides, on reprend en détail les éléments que je viens de commenter. Je vais un petit peu accélérer parce que je vois que le temps file. Sachez que donc du coup, en termes de coûts admissibles, l'ensemble des éléments sont décrits dans le règlement financier de la plateforme de données de santé qui est accessible en ligne. On a également les éléments qui sont précisés sur ces slides et évidemment, on se tient à votre disposition pour les préciser. Sachez que les dépenses de personnel sont éligibles. Il n'y a pas de, enfin, l'objectif pour nous, c'est vraiment de financer du travail qui n'aurait pas été réalisé et du travail sur de la donnée. On n'est pas là pour substituer finalement au coût d'autres employeurs, je dirais. Et également de prendre en charge un certain nombre d'autres coûts aussi qui peuvent être des frais d'hébergement, des frais d'accès à des données ou des coûts indirects que vous avez pu identifier pour mener à bien votre projet. Effectivement, ouais. Pour présenter. Peut-être juste sur l'annexe financière très rapidement. Je pense que ce sera peut-être plus clair si on vous présente le document qui est annexé dans le dossier de candidature. L'annexe financière, c'est un tableur Excel. Globalement, l'onglet que présente Johanna, ça c'est la vue consolidée. Donc finalement, c'est un peu l'outil qu'on va suivre au fur et à mesure du projet avec un peu les différents jalons qui nous permettent de piloter les dépenses. Cette page-là, elle se met automatiquement à jour quand vous avez complété les étapes 1 et les étapes 2, qui sont globalement le même tableau. Là, à ce niveau-là, ce qu'on va vous demander, c'est de compléter les différents champs en nous indiquant quelles sont les dépenses que vous imaginez être
être importante, d'être prise en charge pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, typiquement, si vous avez besoin de, je sais pas, de financer du travail sur de la donnée, de la mise en qualité, vous allez m'indiquer que vous avez un data scientist qui travaille sur, je sais pas, 30 jours à tel montant et que ça donnera tel montant d'engagement financier qui sera supporté par la plateforme de données de santé. Donc là, je leur précise évidemment, on sait bien qu'à ce stade, les dossiers ne sont pas toujours totalement finalisés, qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes. Le but, c'est que vous puissiez être le plus précis possible pour qu'on comprenne dans quelle mesure vous allez utiliser les fonds. Dans tous les cas, quand vous passez en audition, c'est aussi des choses que les jurys vont regarder et sur lesquelles vous pouvez être interrogé. En tout cas, ça ne représente pas forcément une vision totalement finalisée. L'idée, c'est plutôt d'avoir le maximum d'informations et de pouvoir comprendre votre projet le plus facilement possible. Merci beaucoup. Donc, on présente maintenant la dernière annexe, qui est une annexe facultative. Si vous prévoyez d'utiliser les données de la base principale du SMDS, donc vous aurez donc cette annexe à remplir, qui vise à, voilà, détailler le rôle des partenaires plutôt d'un point de vue du RGPD, prévoir un petit peu les traitements qui seront réalisés sur les données, quel type d'appariement, voilà, donc un petit peu plus de détails si vous prévoyez d'utiliser la base principale du SMDS. Donc, ceux qui ne le prévoient pas n'ont pas à remplir ce document. Maintenant, on va vous présenter donc les conventions de collaboration. Il y a 2 conventions de collaboration, une avec le GD4H, l'ANSES, une avec la plateforme des données de santé. L'animation est conjointe, vous serez accompagnés conjointement. Néanmoins, c'est bien distinct aussi. Vous avez l'enveloppe qui est gérée, donc l'enveloppe d'accompagnement humain qui est gérée par le GD4H et l'accompagnement financier qui est géré par la plateforme des données de santé, donc qui nécessite également une convention de collaboration. Donc, pour comprendre ce à quoi vous vous engageriez, on met à disposition un modèle donc qui est disponible aussi sur notre site, hein, sur la page de candidature à l'appel à projet, pour que vous puissiez voir un modèle type de cette convention de collaboration et de ce qu'elle comprend. On va peut-être, voilà, donc là on arrive à la fin et on va laisser la place aux questions. Donc on vous rappelle la date limite de candidature qui est le 15 mai 2026. Il faut déposer votre candidature complète donc sur le portail Démarche numérique et vous pouvez nous contacter si vous avez d'autres questions à la suite de ce webinaire sur l'adresse générique qui s'affiche là. Donc aujourd'hui on est sur le premier webinaire de présentation. Il y a un deuxième webinaire qui sera prévu le 6 mai. Donc, vous pouvez y participer également si vous avez des questions un petit peu plus précises en fonction de l'avancée de votre dossier, ou même si vous avez des collègues ou des entités qui n'ont pas pu voilà, venir à ce webinaire, peuvent également participer et poser leurs questions le 6 mai. Je ne sais pas s'il y avait d'autres ajouts de la part de nos partenaires, mais sinon, je vous propose qu'on laisse la place aux questions-réponses. D'autant plus que j'ai l'impression qu'on en a quand même déjà pas mal. Euh, je peux les lire peut-être? Oui. Alors, je vous propose de lire les questions et puis on essaiera d'y répondre de la manière la plus complète possible avec les différentes parties prenantes autour de la table virtuelle. Alors, première question, bonjour, je participe à ce webinaire pour me renseigner en vue d'un projet pour l'année prochaine. Savez-vous déjà si un appel à projet aura lieu l'année prochaine? Merci. Alors, je peux commencer à répondre. Je dirais qu'on a très envie de pouvoir pérenniser ce type de dispositif. Ça fait partie des choses qui nous intéressent particulièrement, que c'est vraiment des éléments qui sont forts dans nos différentes feuilles de route en termes d'organisation. Mais c'est vrai que je peux absolument pas, enfin, je pense que je ne trahis pas un secret, je ne peux pas m'engager sur ce qui sera prévu dans le cadre des prochaines années. En tout cas, sachez que nous, voilà, on souhaiterait le repousser si on a la possibilité, mais c'est encore un peu tôt pour vous annoncer une 5e édition. Peut-être Aurélie, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Je suis d'accord avec toi, donc je pense qu'on serait tous contents, mais il est un petit peu tôt pour pouvoir s'engager maintenant. C'est ça. Ok. Seconde question. Alors, je les lis dans l'ordre, donc c'est possible qu'il y ait un peu de redondance et je m'en excuse par avance, mais ça évite d'oublier les questions qui auraient été posées. Et par ailleurs, je vous signale que vous avez aussi l'adresse mail qui vous permet de pouvoir compléter vos questions ou revenir vers nous si vous le souhaitez. Donc, qu'entend-on par données existantes exactement? S'agit-il bien d'une absence de nouveaux recueils? Alors, c'est bien ça, effectivement. L'idée, c'est que le projet de recherche ne vise pas à produire ou à récolter de la donnée directement, plutôt à mobiliser quelque chose qui existe déjà. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il peut y avoir des phases de travail sur ces données. On est bien conscient qu'en général, les données, quand on ouvre finalement la boîte, on découvre des choses qui sont parfois un petit peu éloignées des attentes.
Donc, ça peut générer une certaine charge, je dirais, pour pouvoir mettre en qualité les données ou permettre aussi de faciliter ces différents croisements. Donc ça, c'est tout à fait envisageable et c'est exactement à ça que visent les engagements financiers. C'est de vous aider sur ces éléments-là. Par contre, on n'envisage pas de récolter des données ou d'en créer, en fait, tant que tel. Je poursuis sur les questions. Le projet peut-il être couvert à 100% par les 115 000 euros ou sommes-nous sur des enveloppes qui ne couvrent que 50% par exemple? Ça dépend de la typologie de votre projet. Si vous êtes un acteur privé, ce sera un financement peut-être un petit peu moins voilà, important en fonction aussi de la maturité du projet. Mais le projet peut être couvert à 100% par les 115 000 euros. C'est possible dans le cadre d'un acteur privé, enfin d'un acteur public, pardon, qui candidaterait. En fait, ouais, en d'autres termes, on n'a pas de. Alors, on vous demande de nous indiquer le montant total du projet et le montant demandé. En revanche, si ces deux montants sont égaux, donc si la totalité de l'engagement des organisateurs couvre la totalité de votre projet, ça pose pas de difficulté. Il y a pas une volonté pour nous d'avoir une autre source d'engagement ou ce genre de choses. Si ça existe par ailleurs, autant nous l'indiquer, ça sera plus intéressant et ça permet de voir qu'il y a une forme déjà d'avancement, je dirais, dans le projet. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un mélange dans la source de financement. Et simplement, sur effectivement la notion de public-privé, nous, la seule différence, c'est par rapport à l'application des aides d'État. C'est juste que si jamais l'acteur en question ne peut pas être financé à un taux de 100%, à un taux un peu plus bas, effectivement, nous, on ne pourra pas prendre l'ensemble du projet. Ça, en général, les acteurs privés connaissent assez bien ces règles-là. On se met aussi à votre disposition pour en reparler si c'est pas tout à fait clair. Ça devient un peu technique et je ne vais pas emboliser la discussion sur ce point-là. Mais en général, c'est quand même assez maîtrisé et c'est classique, je dirais, dans le financement public. Ensuite, sur la possibilité d'utiliser pour l'analyse des données environnementales qui sont d'autres sources que le GD4H, oui, c'est possible. Je laisse Aurélie peut-être détailler ce point. Oui, oui, comme tu disais tout à l'heure, l'important c'est qu'on ait des données tout de même disponibles. Et puis après, on va dire que la pertinence des sources sera évaluée en fonction de la description de chacune des sources. Alors, je voyais qu'il y avait des noms qui étaient cités, par exemple BRGM. Alors, BRGM fait partie maintenant des 18 entités pilotes pour le GD4H. Et Copernicus, a priori, de ce que je vois, il est aussi dans la base de données. Après, elle est peut-être pas exhaustive, mais pour ceux cités, en tout cas, a priori, elles étaient au moins dans le catalogue. Ensuite, une question sur comment est pris en compte le temps d'obtention des autorisations CNIL. Les 18 mois commencent-ils après l'obtention? Ouais, Euh, question plutôt de oui. notre côté, Mm. oui, sur le champ santé. Effectivement, alors nous, le décompte, si vous voulez, on va le faire à partir du moment où on signe la convention. C'est un peu un top pour nous dans le sens où ça déclenche les différents engagements qui ont été mis dans le cadre de la convention, et notamment les engagements financiers. Je comprends très bien la subtilité de la question, puisque c'est l'une des missions de la plateforme de données de santé, c'est de réussir un petit peu à compresser ces délais tout en assurant un cadre sécurisé d'accès aux données. Évidemment, si nous, on essaie de faire en sorte de vous accompagner pour que ces délais soient les plus courts possibles et de pouvoir contribuer aussi d'une manière ou d'une autre à l'autorisation, enfin, l'avis CSRS et l'accord CNIL, si jamais c'est des éléments qui demandent plus de temps pour X ou Y raison, c'est notre responsabilité aussi de nous adapter et d'adapter finalement la gestion de notre accompagnement au gré du calendrier. Je ne dis pas qu'on souhaite que ces différentes autorisations, ces différentes autorisations, excusez-moi, prennent plus de temps, mais on l'a bien en tête et on sait que ça fait partie, malheureusement, entre guillemets, des impondérables et des interrogations des projets de réutilisation de données. C'est un classique. En tout cas, dans votre dossier de candidature, vous pouvez inclure dans le calendrier ce temps aussi de démarche réglementaire, CSRS CNIL, donc pour avoir le calendrier global, sachant qu'on est sur des délais de plutôt 6 mois si on a les deux. Et je réponds comme ça. Et la question sur l'annexe facultative, qui était donc l'annexe 4 sur la base principale du SNDS. Donc, ces autorisations d'une durée de 6 mois, c'est surtout en cas voilà, de demande de croisement d'appariement avec la base de données principale du SNDS. On a d'autres questions. Je vais garder de côté celle-ci. Oui. Sur la durée maximum du projet.
C'est les projets arrivent dans cette durée à parier tout de même. Ouais, alors sur la question de la Mm, temporalité, c'est toujours c'est une mm, question qui revient assez régulièrement. C'est-à-dire que mm. volontairement, on choisit de mettre un cadre temporel qui permet de ne pas avoir des projets, donc, enfin, des projets qui sont un peu homogènes aussi. Sinon, on se retrouve rapidement avec des propositions qui sont très différentes et c'est pas évident pour le jury et pour nous aussi de départager les différentes propositions. Donc évidemment, dans le cadre de votre projet, si l'ambition est particulière, enfin, nécessite en tout cas des durées un petit peu plus longues et notamment qui seraient un peu exogènes au projet, je dirais, qui sont liées à des autorisations, charge à vous de l'indiquer dans votre dossier de candidature et nous on le prendra en compte dans l'évaluation. C'est important qu'on puisse s'adapter justement à ces éléments. On sait qu'encore une fois, on sait que ça peut être très long pour l'accès aux données, notamment de santé. Oui, oui. Après, il y a une question sur les pourcentages de frais de gestion. Donc ça, c'est une question plutôt sur l'annexe financière. Au regard de notre règlement financier, il y a un maximum de 15% de frais de gestion qui est voilà, applicable sur l'annexe financière par structure répondante au projet. Voilà, la prochaine question, elle nous concerne aussi. Est-ce que l'usage de votre plateforme technologique de traitement des données est à chiffrer dans les dépenses? Alors, vous pouvez la chiffrer, mais ça va pas peser très lourd parce elle est mise à disposition de manière gratuite. Voilà. Il n'y a pas besoin forcément de l'indiquer. Indiquer dans le dossier de candidature que vous envisagez de la mobiliser. Nous, justement, c'est aussi une volonté, hein. C'est un service public qu'on met à disposition. On a tout intérêt à le faire tourner, je dirais. Et plus on a d'utilisateurs, plus on l'enrichit. Donc, c'est très intéressant et important que les projets de recherche mobilisent la plateforme. Après, si pour d'autres raisons, vous préférez vous tourner vers d'autres outils, c'est tout à fait une possibilité. On comprendra très bien. On sait bien qu'il y a différentes offres qui sont possibles et qu'il y a une forme de complémentarité ou de service différencié. Voilà, on n'est pas fermé, c'est pas une question d'éligibilité, l'usage de la plateforme de la PDS. En revanche, effectivement, voilà, si vous voulez l'utiliser, c'est un plus. Alors, il y a une question sur les GPU, sur la plateforme technologique. Effectivement, on a des GPU. Je ne sais pas vous répondre précisément et j'imagine que c'est lié aussi un peu à votre problématique de recherche. Typiquement pour ce genre de questions qui sont un peu plus techniques et qui dépassent un peu mes compétences, je vous propose de nous faire un mail un peu plus circonstancié. L'idée, c'est pas forcément de traiter les choses trop en amont, mais plutôt de pouvoir vous répondre précisément et de m'assurer dans quelle mesure notre plateforme est adaptée finalement à votre ambition de recherche. Donc, je veux bien avoir, pour la question qui a été posée sur les GPU, je veux bien que vous me précisiez ça dans un mail si ça vous convient, de telle manière à ce que je puisse vous apporter des éclairages qui soient précis et ne pas botter en touche comme je suis en train de le faire. Ouais, on a une question sur le nombre de dossiers de candidature reçus. On est sur une moyenne d'une trentaine de dossiers reçus en moyenne par appel, par édition. Merci beaucoup. Autre question. Bonjour, est-ce que la personne déposant le projet sur le site des marches numériques doit nécessairement être l'investigateur principal? Alors, je ne sais pas si on parle de personne physique ou morale, mais une personne physique, puisque normalement le dossier, enfin, vous loguez par une adresse. Ça arrive on a tout pour être très clair. J'aimerais bien, enfin, je préciserai plutôt que nous, on récupère une adresse mail qu'on va réutiliser. Donc, dans le cas où vous utilisez une adresse mail personnelle, et, il m'est déjà arrivé de contacter des personnes qui n'ont jamais vu ce mail. Ça devient un peu plus problématique. Veillez surtout, on va s'y retrouver, il n'y a pas de problème, mais veillez surtout à ce que cette adresse utilisée soit régulièrement consulté pour qu'on puisse rentrer en communication. Et je pense que vous l'avez compris, pour certains, vous y êtes habitués. Au moment où la temporalité de dépôt des dossiers est clôturée, c'est vrai que les choses s'accélèrent quand même pas mal. Et si on a éventuellement besoin d'avoir des précisions ou de vous mobiliser dans le cadre des auditions, il va falloir que vous soyez au courant. Donc nous, on aura cette adresse-là, donc on aura besoin que quelqu'un y réponde ou soit disponible. Par contre, ça peut être une personne extérieure, pour être plus clair sur la réponse. C'est pas un problème tant que l'ensemble du projet est bien renseigné et qu'on comprenne bien qui sont les équipes qui sont mobilisées sur le projet. Alors, comme on arrive bientôt à la fin du webinaire, on va pouvoir prendre encore quelques questions, je pense, et puis après on clôturera. Mhm. Après, c'est plutôt des questions sur les thématiques. Euh, Ouais, alors peut-être qu'on peut essayer de les traiter de ouais, manière un peu ouais, croisée oui. et essayer de vous apporter déjà Mm. un certain nombre d'éléments. J'ai une question qui interroge en fait si un projet uniquement sur la santé mentale pourrait rentrer dans cet appel à projet.
Comme ça, c'est difficile de vous répondre. Si vous, enfin, l'objectif de l'appel à projet, c'est vraiment de croiser des données de santé et des données environnementales. Donc, si vous voyez un lien sur les problématiques de santé mentale appliquées au changement climatique, à la multi-exposition, je ne sais pas, enfin voilà, je donne des idées, c'est parfait, enfin, c'est tout à fait ce qu'on vise. Et par ailleurs, le point sur la santé mentale a été abordé pas mal de fois en cadrage. C'était l'une des thématiques qu'on avait aussi essayé de pousser un peu l'année dernière. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup. Par contre, effectivement, en termes d'éligibilité, on aura besoin quand même que dans le projet, on vienne chercher de la donnée environnementale, de la donnée de santé, et qu'on fasse la démarche de croiser ces différents éléments. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Il y a une question qui est un peu similaire sur Parkinson, hein, sur une Parkinson, pardon. Effectivement, c'est un peu la même réponse. À partir du moment où vous rentrez, la question c'est, enfin, on a besoin que vous fassiez l'exercice de l'éligibilité, donc de croiser ces différentes données pour pouvoir considérer votre réponse. Et en lien avec cette question, il y a une logique sur les partenaires, enfin, sur l'origine géographique. Alors attendez, je vais vous la lire. Le projet doit-il se focaliser exclusivement sur un territoire en France ou peut-il inclure des territoires à l'étranger? Ah, sur le projet de recherche, effectivement, alors, bonne question. J'ai pas le souvenir qu'on ait eu des choses qui soient sur des données qui portent sur des territoires en dehors de la France. Il n'y a rien qui va à l'encontre de cette disposition. Par contre, je mettrai un petit point de nuance sur l'accès de ces données. Je pense que c'est quand même pas forcément quelque chose de facile, à moins que vous passiez à la démonstration et que je me trompe. Et par ailleurs, aussi sur les porteurs de l'étude, l'un des critères d'éligibilité, c'est que la personne qui porte le projet, le coordinateur, je dirais, doit être à jour de ses cotisations et obligations fiscales en France. Donc, sous-entendu que ce soit un acteur français. Donc, peut-être que là, on peut peut-être prendre le temps aussi d'en échanger. Je pense que c'est peut-être un peu plus complexe. Et dans ce genre de cas spécifique, je dirais, je vous invite vraiment à nous écrire pour être sûr que on vous indique, enfin, qu'on vous indique les bons éléments et qu'on vous oriente bien. Peut-être encore une ou deux questions. On va regarder celles qui restent Alors, en dessous, je crois. bonjour, est-ce qu'une présentation des bases de données environnementales disponibles est-elle prévue? Aurélie, est-ce que je te laisse répondre? A priori, non, ce n'est pas prévu. Elle est disponible sur le site, hein, Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut aller voir sur le site du GD4H. Et il y a déjà un catalogue assez important de ressources et de données environnementales. Et dans le cahier des charges, on le rappelle également, on donne une liste non exhaustive, mais qui peut donner quelques idées aussi dans le cahier des charges de l'appel à projet. Hmm. J'essaie de te rester les dernières questions. Alors, précision sur le financement du projet. La question est, donc, il est bien possible de faire financer une brique spécifique d'un projet partiellement financé par ailleurs. Techniquement, c'est possible. Il y a une règle qui est fondamentale, c'est pas de double financement. Donc la question, c'est que vous puissiez bien indiquer finalement quels sont les fonds qui existent déjà, par qui ils sont octroyés et sur quelles activités. Effectivement, si c'est de la complémentarité, on pourra tout à fait venir là-dedans et ça peut enrichir justement certains projets de recherche. On a beaucoup de projets qui finalement s'imbriquent un peu dans d'autres problématiques plus larges et qui font un peu des matrioshkas. Donc l'idée, c'est que plutôt nous, c'est qu'on puisse comprendre finalement bah, quelle est la petite poupée que nous on va encadrer dans l'accompagnement. Voilà, la question, c'est vraiment d'être le plus clair possible sur votre dossier, votre réponse dans votre candidature. Question sur la nature des acteurs. Si une collectivité s'avère pertinente, oui, on a déjà rencontré ce cas. Les collectivités sont évidemment des acteurs qu'on a à cœur d'accompagner. Il y a peut-être juste des règles un peu plus spécifiques, notamment liées à la commande publique qu'il faut intégrer, auxquelles il faut peut-être réfléchir en amont avec ces différentes parties prenantes. Il me semble qu'en plus, les calendriers sont un peu plus enclins qu'il y a quelques mois pour pouvoir travailler en confiance avec les mairies, en tout cas. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Peut-être juste vérifier un peu les différentes règles de financement. Et c'est des choses qu'on a un peu enfin, qu'on a en tête, pardon, et sur lesquelles, effectivement, on pourra creuser pour les projets qui seraient éligibles au financement. Peut-être avoir une dernière question. Alors, ouais, dernière question. Donc, détailler grosso modo. Alors, ouais, pour les éléments techniques liés à la plateforme technologique, moi j'ai vos noms.
Donc, je vais vous recontacter pour vous donner les éléments par mail et vous flécher les différents points techniques. Je pense que ce sera plus simple et ça évitera qu'on y passe beaucoup de temps. Je vais très vite, pardon. Le taux d'acceptation des projets l'année dernière, c'était autour de 20 à 25%. Donc à peu près un projet sur 4. Bien. Attends. Mhm. Euh, Ouais, alors il y a une question, je pense que la personne qui la pose, on a eu le loisir de se rencontrer hier sur un autre webinaire, un autre sujet, concernant le fléchage entre différents dispositifs de financement et d'accompagnement, donc BOAS et donc là, la donnée en santé et environnement. Je vous propose qu'on prenne le temps de en discuter, parce que je ne connais pas votre projet de recherche, donc je suis incapable de pouvoir vous répondre concrètement sur quel est le bon dispositif, et je suis à votre disposition pour le faire. Donc n'hésitez pas à utiliser l'une des deux adresses, on saura vous retrouver et prendre la tâche pour mieux vous répondre. Et je J'ai pense bien vu que- la dernière remarque sur la partie technique. On vous intègre dans l'endroit. Je pense qu'on a à peu près répondu aux principales questions et bien entendu, on se tient à votre disposition si certaines questions nécessitent à nouveau des éclaircissements ou si vous avez d'autres questions à nous contacter donc sur la, voilà, l'adresse générique ou sur ici le lien de la foire à questions. Donc n'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre pour revenir vers nous. Donc, on vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et on se tient disponible donc pour recevoir vos projets très prochainement. Merci à toutes et à tous.